Bonjour et bienvenue à ce webinaire de Bonitasoft. Je m'appelle Talia, je suis la community évangéliste de Bonitasoft et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par mon collègue Laurent l'enseigneur. Bonjour Laurent. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Vous les connaissez peut-être déjà parce qu'il a déjà fait pas mal de webinaires chez Bonitasoft. Il est ingénieur dans Bonitasoft depuis une dizaine d'années. Et aujourd'hui, justement, il va nous dire comment créer un connecteur Bonita personnalisé pour pouvoir réagir à un email, pour pouvoir lancer justement un processus, une tâche à partir de cet email. Lire et répondre à des emails est devenu vraiment une partie importante de notre quotidien, si vous êtes d'accord. On peut imaginer plein de cas d'usage où les mails sont utilisés. Et la question est, et si on lançait automatiquement des tâches ou des processus suite à des réceptions? Imaginez par exemple qu'en envoyant un email au SAV, un ticket ou un dossier de suivi est créé automatiquement. Ça pourrait réduire les temps d'attente, ça pourrait réduire les actions manuelles, ça pourrait aider à avoir une meilleure traçabilité. Donc, c'est intéressant. Donc, comment faire? Grosso modo, on va faire un connecteur Bonita personnalisé. Parce que Bonita offre déjà une palette de fonctionnalités par défaut. Mais si jamais un besoin spécifique n'est pas couvert par cette palette, en fait, l'intéressant, c'est que Bonita offre aussi la possibilité d'ajouter des nouvelles fonctionnalités. Donc, Bonita est flexible et il a été designé pour être extensible. Donc, aujourd'hui, comme je disais, Laurent nous montrera comment créer ces connecteurs et les télécharger sur un repository Maven. Et de cette façon, ça va être hyper simple pour n'importe quel collègue de juste l'intégrer simplement et directement à Bonita. Grosso modo, on va commencer par, on va écrire un mail et on va l'envoyer à une adresse en particulier. Ensuite, cet email, on va le recevoir, on va le lire et on va récupérer les informations de cet email. Donc, ça peut être donc, notamment le message en lui-même, l'adresse de la personne qui est en train de l'envoyer et les pièces jointes. Ensuite, nous allons créer donc une gateway inclusive qui va justement permettre de décider qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, lancer un processus. Est-ce qu'il faut lancer une tâche qui doit être exécutée? Est-ce qu'il s'agit du spam? Ou est-ce que ça ne contient juste pas l'information nécessaire pour les traiter? Et voilà. Et du coup, maintenant, je vais passer la main à Laurent qui va justement expliquer à détail comment faire, ainsi qu'avec un exemple. Merci Talia. Donc pour commencer, effectivement, Bonita met à disposition des SDK pour créer des points d'extension personnalisés, mais parmi ceux-là, le connecteur en est un. Là, vous avez à l'écran la page officielle de notre documentation qui explique tous les prérequis et il s'agit simplement de lancer une commande avec un archetype Maven qui va vous créer tout le squelette du projet, un projet Maven, qui peut être réalisé en Java ou en Groovy, au choix, selon vos préférences. Et une fois que ce SDK a fini de créer le squelette du projet, qui est extérieur à un projet Bonita, on va tout simplement pouvoir le builder avec une commande Maven classique, clean install, les tests, etc. et le déployer. Dans mon cas, j'utilise GitHub Package qui propose un registry Maven. Donc, ce registry Maven va permettre de le déployer, de l'utiliser par la suite. Lorsque j'ai donc mon projet qui a été bootstrappé par l'artefact Maven, je vais pouvoir implémenter la logique du connecteur dans mon projet avec évidemment plusieurs éléments, mais là on voit globalement à l'écran, on va scanner un compte IMAP qui peut être de l'IMAP sécurisé également, récupérer l'ensemble des messages avec une pagination et pour chaque message extraire l'expéditeur, son nom, la liste des pièces jointes, le corps du message. Éventuellement, le message peut être au format HTML ou plain text. Dans ce cas-là, il peut être aussi nettoyé avec des librairies de type OWASP. Voilà. Et ensuite, cette liste de messages
va constituer ce qu'on appelle l'output, la sortie du connecteur, qui va permettre ensuite de l'utiliser dans le cadre du processus. Alors, en termes de configuration de la démo, j'ai également utilisé Roundcube et Greenmail dans un format Docker, donc, ce qui permet de lancer localement un serveur d'email. Greenmail est un serveur qui fait à la fois le SMTP et le IMAP, et Roundcube est simplement l'interface. Là, il y a la partie UI qui permet de faire ça. Ça a l'avantage de pouvoir faire un développement avec un serveur de test voilà, local. Évidemment, ça fonctionne aussi sur Gmail, mais bon, c'est une alternative intéressante. Voilà, lorsqu'on veut tester, puis après on peut changer de configuration et changer nos paramètres. Voilà, donc là ça c'est l'interface utilisateur de Roundcube qu'on va utiliser, et qui va permettre tout simplement d'envoyer des messages qui vont être collectés par le processus. Un autre point qui est intéressant, c'est que depuis la version 2022.1, qui est celle que j'utilise pour cette démo, la version communautaire, on a changé de système de log, on est passé sur Log4j2. Auparavant, c'était Java Active Logging, qui était un peu ancien et qui offre aussi maintenant la possibilité de pouvoir changer le niveau de log à la volée, sans redémarrage. Et dans ce fichier de configuration XML, je peux rajouter notamment un logger particulier pour mettre en mode debug ou info ou peu importe le niveau de sortie de votre connecteur en renseignant simplement son package. Voilà, donc j'ai parlé tout à l'heure de publication sur des repositories Maven. Dans le studio, dans la partie de configuration Maven, il va falloir dans ce cas-là configurer un repository. En l'occurrence, moi j'utilise GitHub Package. Et même si, alors c'est une particularité de GitHub, hein, même si le projet est open source, le repository Maven est accessible de tous, il faut quand même s'identifier avec un compte, le nom du compte GitHub et un token qu'on génère dans ces settings particuliers qui vont permettre de pouvoir récupérer le projet de connecteur. Une fois qu'on a fait cette opération, on va retrouver au niveau de l'aperçu du projet notre connecteur avec ses coordonnées Maven, et on va pouvoir l'utiliser dans les différents processus. Voilà. Donc c'est une mécanique assez classique qui est rendue un peu plus lisible maintenant avec ce nouveau aperçu et notamment la liste des extensions. Et comme tout connecteur, je vais pouvoir lui renseigner les paramètres d'input, ces paramètres que j'ai définis dans la définition de mon connecteur, puisque le connecteur, dans sa définition, permet de définir le wizard d'utilisation, quand on le verra tout à l'heure pendant la démo. Voilà, donc j'en ai fini pour la partie un petit peu contexte général. Je vais arrêter la présentation et on va aller directement sur la partie. Donc le premier élément qu'on va avoir ici, c'est notre projet de connecteur qu'on va retrouver ici. Donc ça, c'est le résultat de ce qui a été généré par le SDK. Du coup, j'ai simplement ici à renseigner ma logique, à renseigner dans la partie définition les différents éléments avec leur type. Éventuellement, on peut faire, ça va permettre de conditionner au niveau du wizard l'ensemble des éléments qu'en tant qu'utilisateur final, je vais configurer. Et la partie output, qui est une simple liste d'emails, et on verra comment l'utiliser par la suite. Voilà, donc ce projet, donc il est créé via des GitHub Actions avec différentes tâches pour faire les releases, etc. Et on peut le retrouver directement sur GitHub. Donc là, si je bascule maintenant dans mon studio, voilà, je vois que ici j'ai mon connecteur qui a été déjà importé dans le projet. Je peux accéder directement à sa source. Voilà, c'est simplement des attributs dans le POM. Hein. Et vous verrez du coup qu'il y a un README qui vous donne quelques exemples
voilà, sur comment configurer le connecteur. Notamment, moi, j'utilise également Gmail. Dans ce cas-là, Gmail, c'est nécessairement en IMAP sécurisé avec du SSL. Donc, voilà, il y a des ports à respecter. En termes d'utilisation, voilà, j'explique ici un petit peu comment récupérer les éléments. On verra tout à l'heure dans le process. Et comment convertir ces éléments en documents au sens Bonitasoft et comment on va pouvoir remplir les différents éléments. Voilà, donc si je retourne sur le projet, je vais avoir ici un processus relativement simple de support dans lequel un utilisateur final, que je vais simuler en envoyant des emails, va pouvoir contacter son équipe de support. Je peux en dire un petit peu. Et ensuite, en fonction, un employé de l'équipe support va revoir cet email, éventuellement lui demander des informations supplémentaires et dans ce cas-là, un email va être envoyé à la personne qui a originellement lancé le cas pour éventuellement avoir des pièces complémentaires, des infos, etc. Donc ce processus, il est lancé par, voilà, par un premier processus qui va simplement lire les emails. Donc on voit qu'ici, il y a le connecteur qui a été utilisé. Donc je retrouve ici voilà, les différents paramètres de mon connecteur et tout simplement, je retrouve que en sortie, la liste des emails que je vais lire vont être placés dans une variable liste d'emails, tout simplement. Et ici, je vais avoir une tâche, une itération sur l'ensemble des emails reçus. Et pour chacun des emails reçus, nous allons démarrer un nouveau cas avec les pièces jointes et tous les documents. Voilà. Donc, avant de lancer le processus, je vais d'abord aller me connecter sur ma boîte de réception. Je suis connecté comme Walter Bates et je vais envoyer un mail à mon support comme avec un message. Donc, il se trouve que j'ai un petit problème d'imprimante. Voilà, on peut également utiliser du format HTML. Bonjour. Mon imprimante est en panne. Voilà, et Walter, et comme Walter n'est pas content, on va écrire ça en gras. Donc je peux simplement ajouter un fichier et j'envoie ce mail. Ce que je vais faire, j'ai un deuxième navigateur connecté avec un autre utilisateur, en l'occurrence une utilisatrice qui est Hélène. Et Hélène va de la même manière envoyer un message à son support, support@acme.com. Par contre, Hélène, elle, a un problème de Wi-Fi. Mon Wi-Fi ne fonctionne pas. Merci d'intervenir. Voilà, donc là, je peux envoyer. Donc là, ce que je vois, c'est que j'ai deux messages qui sont partis. Je vais juste vérifier en me connectant sur la boîte du support qui a été envoyée. Donc, on voit qu'il y a bien un message qui est lu, que j'ai envoyé tout à l'heure à titre de test, et deux messages non lus. Donc, ce qui fait que je vais maintenant pouvoir, dans mon application Meta, voilà, je vois que j'ai un processus qui permet de lire ces emails. Et donc, je vais pouvoir ici lancer ce process. Donc je démarre.
Alors, ce process, en fait, ne fait pas grand-chose en soi. Il va simplement lire les emails, mais on peut se rendre compte. Alors là, je vais vous présenter les logs du serveur. Donc, je vous ai montré tout à l'heure dans les slides que j'avais mis un niveau de debug pour voir ce qui se passe. Donc, on voit bien le fait qu'on a récupéré 2 messages. Et si je vais dans mes tâches, Walter Bates est membre de l'équipe de support et on voit qu'il a bien reçu 2 demandes de Hélène et Walter. Donc, je vais m'assigner ces 2 tâches. Je vais prendre la tâche de Hélène. Donc, je vérifie qu'effectivement, j'ai bien le message qui me demande d'intervenir. J'ai pas de détails particuliers. Bon, ok. Nous allons venir. Voilà, il n'y a pas besoin d'informations complémentaires. Par contre, Walter, le deuxième dossier, je vois que donc là, je vois la pièce jointe en fait qui était envoyée dans l'email. Cette pièce jointe a été transformée en document attaché au cas, hein, qu'on retrouve de manière classique ici dans l'overview. Voilà. Et donc, cette photo d'imprimante elle me convient, mais je vais quand même demander d'avoir des infos supplémentaires. Donc là, je vais simplement ajouter un commentaire. Je ne coche pas l'info que le cas et les infos sont complètes. Je vais lui demander merci de envoyer plus de m'envoyer plus de photos de l'appareil. Donc le fait d'avoir exécuté cette tâche est branchée sur un connecteur qui va envoyer un email à Walter Best qui va lui demander tout simplement plus d'informations. Donc on voit ici effectivement que Walter a bien reçu un message de son support. Alors c'est en anglais, j'ai pas traduit les messages, mais voilà. En tout cas, on retrouve bien le message du support qui nous demande d'envoyer plus de photos. Et à ce moment-là, je vais pouvoir faire simplement un reply. Voilà, et je réponds OK. Voilà. Si je vois plus de détails. Et là, je vais ajouter un nouveau document. Et alors avant de l'envoyer, je vais revenir sur mon portail. Walter étant également administrateur de la plateforme, je peux m'apercevoir que j'ai des tâches en attente. Et donc, je peux voir que cette tâche, donc c'est une tâche, on va pouvoir l'exécuter directement avec la réception de l'email. Hein. Donc, si je regarde plutôt, voilà. Donc maintenant, je vais envoyer mon email. Alors, on va attendre un petit peu. Voilà, j'ai mis une temporisation. Là, on voit qu'on a bien reçu le message. Et à ce moment-là, si je retourne dans l'application utilisateur, voilà, je vois que cette tâche a été automatiquement assignée à Walter, qui a fait la première revue. Et du coup, on va voir qu'effectivement, on a bien reçu donc la tâche précédente qui s'appelait ajout d'informations par email, a été exécutée alors c'est une tâche système qui a interrogé, qui a fait l'appel du connecteur et qui a exécuté cette tâche. Donc la tâche a été exécutée via la réception de l'email. Voilà. Et donc là, je vois bien que c'est la deuxième pièce jointe de mon deuxième mail qui s'est additionnée à ma liste de documents. OK. Donc là, ce coup-ci, je suis d'accord. Voilà, donc là, nous venons de voir comment nous avons pu interagir de 2 manières en fait avec des emails. Tout d'abord pour pouvoir lancer un email, hein, ce qu'on a fait ici, un ou même plusieurs cases avec la réception d'emails multiples. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a pu aussi modifier, utiliser les données de cet email à la fois en tant que
en tant que email, comme une variable de business data, dans laquelle on va retrouver l'ensemble des éléments qui composent le mail, le sujet, la date d'émission, la date de réception, l'email et le nom de l'expéditeur. Et en fonction du type d'email, voilà, on peut panacher. Est-ce qu'on veut le contenu brut, le contenu HTML ou HTML nettoyé, qui va virer toutes les balises de script, etc., etc. Donc ça, c'est venu directement des infos du mail. Et également, ici, nous avons un document qui est un attachement multiple qui est venu également directement de ce contenu d'email avec les pièces jointes qui ont été récupérées par le connecteur. Voilà. Et là, on a fait exactement la même chose à ce niveau-là, où cette tâche a été exécutée, était en attente de la réception de l'email. Donc là, voilà, il y a un petit timer qui permettait de scanner à intervalles réguliers si j'ai une réponse. Et dans ce cas-là, si j'ai bien reçu une réponse, cette tâche va être exécutée avec le contenu de l'email, et c'est ce que vous avez vu lorsqu'on a ajouté à la pièce jointe. Donc là, je vois dans les opérations que j'avais rajoutées dans ce document, c'est que tout simplement, j'ai ajouté le document à ma liste. C'est-à-dire que cette tâche avait besoin, pour s'exécuter, elle avait un contrat, et le contrat, c'est simplement un attachement de type multiple. Donc, j'aurais pu envoyer 4 ou 5 photos. Et donc, c'est via la réception de l'email et des pièces jointes qu'on a honoré le contrat, exécuté la tâche, et que donc la tâche suivante, après, s'est retrouvée ici sur la revue finale. Voilà. Donc, un autre point qui est intéressant, on a vu comment utiliser et exploiter le connecteur. Une autre possibilité qui est offerte maintenant, c'est que si je souhaite en fait simplement faire une mise à jour de mon connecteur, si on regarde dans le source, on voit que j'utilise dans mon studio la version 1.8, mais il y a une release 1.9 faite il y a 6 jours, et donc je souhaiterais en bénéficier parce qu'il y a eu par exemple une amélioration ou un fixe de sécurité. Dans ce cas-là, ce qu'on peut faire tout simplement ici, c'est d'aller sur le bouton Update. Et tout simplement, je vais chercher la version 1.9. Alors, avant de faire ça, je vais juste montrer la partie des préférences qui est requise dans le cas particulier des GitHub Packages, mais étant donné que c'est les coordonnées de mon repository, voilà, j'ai à la fois ici un repository et un serveur avec un credentials qui, dans le cas de GitHub, est un token, c'est pas un password. Voilà, donc grâce à ce paramétrage, je peux aller mettre à jour mon connecteur en version 1.9. À ce moment-là, ce que va faire le studio, c'est qu'il va permettre, qu'il va mettre à jour donc le connecteur. Il va récupérer également les dépendances qui sont décrites dans son POM. Et comme ce connecteur est utilisé dans les processus, on a aussi la capacité ici, voilà, de find usage, qui va permettre de retrouver voilà, les endroits dans le process, dans le ou les processus où voilà, ces tâches ont été utilisées. Donc là, en l'occurrence, c'était le service task read email, donc qu'on a vu tout à l'heure, qui est ici. Et on voit que ce qu'a fait le studio dans la mise à jour de la version du connecteur, voilà, ici dans la configuration, au niveau des dépendances Java, on voit qu'on est bien ici sur la version 1.9 avec toutes les dépendances qui vont derrière. Donc ça s'est fait automatiquement grâce au changement de version, et le studio fait le nécessaire pour que les différents process utilisant ce connecteur soient maintenant mis à jour, quoi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour la démo. Je vais peut-être, Talia, tu peux reprendre la main, voir s'il y a quelques questions. On peut passer à la phase de questions. Je te redonne la main. Oui, merci Laurent. Alors, n'hésitez pas, donc si vous avez des questions, je vois une qui vient d'apparaître. Les codes que vous avez montrés, sera-t-il disponible quelque part?
Oui, alors quelque part plus précisément, c'est ici sur GitHub. Donc c'est un projet qui est public, hein, open source. Euh, je sais plus quelle licence il avait. Et en tout cas, donc là il est disponible. On partagera les liens. Et également on rajoutera sur le forum communautaire dans la section projet. On rajoutera le lien à la fois vers ce connecteur et également vers le projet d'exemple ici, euh, qui est également sur un repository GitHub. Euh, et donc ici, je crois qu'il est sur le repository de la communauté. Donc on vous partagera tout ça dans un post sur voilà, sur le communautaire. Très bien. Du coup, oui, n'hésitez pas. Une autre question qui vient d'arriver. Ces projets d'exemple est-il uniquement compatible avec la version 2022.1 ou aussi avec les versions précédentes? Ah, bonjour Jérémy, on se connaît. Alors la réponse, en fait, elle tient simplement dans le fait que le connecteur, il est comment ça s'appelle, le, le SDK qui crée le connecteur est basé sur Java 11. Donc, je ne sais plus où c'est écrit, mais en tout cas, c'est écrit quelque part. Donc la limite, c'est de fonctionner en Java 11. Il y a une dépendance vers voilà, une version de Bonita, et en fait, elle est tout à fait indicative, puisque quand on va les dépendances vers les librairies du projet qui permettent notamment de récupérer ici quand on crée le connecteur, voilà, on a voilà ce abstract, voilà. On implémente en fait une classe connecteur qui vient de choses qu'on fournit chez Bonita. Les API n'ont pas bougé depuis des années, donc il est tout à fait possible de déployer ce connecteur dans des versions antérieures, modulo de rester sur des versions qui supportent Java 11. Donc de mémoire, c'est 2021.1 et 2. Je crois qu'avant c'était, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'avant c'était Java. Voilà. Et après, bon, si vraiment Jérémy est dans une très ancienne version, bon, on peut forquer le connecteur et le rebuilder avec Java 8. Là, je pense que j'utilise pas de librairie spécifique Java 11. C'est du Jakarta Mail classique. Très bien. C'était un complément pour la question. Ils sont en 7.11 et le passage en 2022 est prévu. Ah, c'est encore Jérémy, oui, pardon. Ouais, ok. Bon. Oui, non, mais bon, ça devrait fonctionner. Ça devrait être très bon pour ces cas-là spécifiques. Voilà. Je regarde. Du coup, oui, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les panels et on peut le dire, on a encore quelques minutes. Une autre qui arrive, quel langage de programmation dois-je connaître pour pouvoir faire un connecteur? Alors, ce que je disais tout à l'heure, quand on lance le SDK, il va vous poser différentes questions. Et une de ces questions, c'est justement dans quel langage on veut coder le connecteur. Alors, il faut bien distinguer. Donc là, j'ai utilisé. Là, je suis plutôt utilisateur de Groovy, mais là, étant donné qu'on met ce connecteur open source pour tout le monde, j'ai plutôt fait en Java, ce qui est un peu plus peut-être répandu, en tout cas. Mais il est possible de le faire en Groovy. Donc ça, c'est vraiment pour la partie les réalisations du connecteur. Parce que bien évidemment, ce qu'on a vu, c'est que pour l'utiliser, euh, je ne pas sur le bon point, ben, on va simplement avoir à déclarer, comme on l'a fait là, les coordonnées Maven et après utiliser le connecteur et suivre le wizard qui était prévu. Là, en l'occurrence, ça ne demande pas de grandes connaissances de développement et c'est pour ça que sur le projet du connecteur, j'ai mis des petits exemples de code qui permettent justement de récupérer les infos du mail pour les transmettre à des documents ou des business data
du process. Très bien. Autre question? Oui. Alors, pour monitorer une boîte mail, je dois faire tourner le processus à un intervalle défini. Est-ce que ça pose problème si je le fais tous les 5 minutes? Alors, comment ça fonctionne? J'ai fait un petit peu partiellement dans cette tâche-là, c'est-à-dire que j'envoie un email, je m'attends à voir la réponse. Si j'ai pas, je mets une petite temporisation. Là, pour la démo, j'ai mis un truc très court. Mais en fait, ce qui est possible de faire pour un process qui, de manière générique, va lire beaucoup d'emails sur une boîte de service et les dispatcher en fonction du contenu, ce qu'il faut faire ici, c'est remplacer l'événement de départ, qui est ici un start classique, par un événement de type start timer, donc une minuterie. Et donc là, en fait, quand on définit la condition du timer, on a plusieurs choix. On a le cycle, la date fixe ou une durée. Durée sous-entendu depuis l'installation du connecteur. Donc là, si on choisit un cycle, mettons, horaire, et ben voilà, on va générer une expression cron qui automatiquement va démarrer ce processus toutes les heures. Et donc en faisant ça, il suffit de le déployer et il va se déclencher toutes les heures, il va interroger la boîte mail et faire ce qu'il faut en fonction. Donc oui, c'est tout à fait possible de le démarrer à intervalles réguliers. Ouais. Et du coup, pas de tâches en attente, c'est ça? Je pense que c'est lié à la question précédente. Alors, attends, j'ai pas compris. Alors, la question. Pas de tâches en attente. Alors, non, on n'a plus de tâches en attente. Alors, la tâche. Alors, je suis pas sûr de bien comprendre la question, mais effectivement, là, on n'a plus de tâches en attente. Lorsqu'on passe dans cette étape-là, où en tant que personne du support, j'ai demandé des informations supplémentaires. Donc, en tant que Walter Bates, membre du support, j'ai exécuté cette tâche. Cette tâche s'est retrouvée en attente. Cette tâche a été exécutée à la réception de l'email. Donc, elle n'est plus en attente. Elle a été exécutée. Ce qui a permis d'avancer dans le processus et d'arriver à cette étape-là. Donc, je ne sais pas si c'était bien le sens de la question. Mais... Si tu pourrais du coup nous confirmer par chat. Parce que, du coup, oui, c'était bien par rapport à la question précédente. C'est du coup Björk qui nous pose cette question. N'hésite pas, si jamais ça n'a pas répondu à ta question, à nous écrire sur le panel. Sinon, il y a un autre, je regarde. Alors, ouais, je vois que Yurick a précisé, voilà. Pour timer à la place du wait. Ouais, le timer à la place du wait. Alors. Effectivement, là, j'ai un timer qui va permettre de déclencher simplement le scan, d'attendre quelques instants avant de déclencher le scan. Et ce wait qui est ici, c'est simplement pour éviter que la tâche tourne de manière indéfinie. J'aurais pu faire un design, bon, c'est une manière de le faire, j'aurais pu faire un design où effectivement j'externalise ça dans un sous-processus avec un démarrage par pont, comme je l'ai montré au-dessus. Voilà. Mais effectivement, c'est peut-être une meilleure pratique effectivement de l'externaliser. Là, je voulais simplement illustrer que on pouvait faire les deux manières et on aurait pu avoir tout simplement un sous-process qui démarre par timer. Et dans ce cas-là, j'aurais pas été obligé de mettre celui-ci.
Donc, pour clarifier mon propos, j'aurais très bien pu faire un design de ce type-là. C'est-à-dire que à la fois, à partir du moment où ici on a pris cette branche, j'ai pas de lien, il n'y a pas de voilà, il y a pas d'événement de bordure sur cette tâche. Elle est en attente et là le wait concerne bien que la partie scan de la réponse. C'est peut-être un peu plus clair avec cette présentation-là. Très bien. Merci Laurent. On arrive du coup à la fin de notre webinaire pour aujourd'hui. Merci encore pour votre temps à tous. On espère que ça vous ait plu, que maintenant vous avez créé votre propre connecteur personnalisé Bonita. Et pour information, on aura la même séance le 31 mai, mais en espagnol. Du coup, voilà, si vous voulez venir nous joindre, on sera ravis de vous accueillir. En tout cas, merci encore pour toutes vos questions et pour votre temps. À bientôt. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.